Très heureuse de vous retrouver dans la totale dimanche sur ITV. Voici le sommaire. Le rôle de la presse pour une paix sociale. Le CORED et le SYNPICS se rappellent alors face aux dérives. Les médias ont une lourde responsabilité, mais encore faut-il en être conscient pour ne pas se laisser entraîner dans le flot des nouvelles. C'est ce que nous allons voir dans Confraternellement. La vie coûte cher à Dakar. Les autochtones s'en plaignent, les non-sénégalais encore plus. Cette réalité à Dakar est pourtant si différente dans certains pays de la sous-région. Un spécialiste des politiques publiques va nous expliquer pourquoi le niveau de vie est si élevé dans la capitale sénégalaise. Bouillon Culture revisite l'histoire d'un tissu populaire que nous aimons tous en vêtements, accessoires ou déco d'intérieur, l'ovax. Africaine ou hollandaise, son origine fait polémique. Le reportage de Youssouf Konté à suivre. Tranche de vie rend hommage au doyen des juges Samba Sall décédé jeudi dernier. Il a marqué la magistrature avant d'être nommé doyen des juges d'instruction au tribunal hors classe de Dakar en 2015. Le retour de Moustapha Gabar Diop dans Portrait Plante et il va nous parler ce soir du baobab, de son fruit et de ses vertus. Et en fin de magazine, bonne semaine présentée ce soir par Aïssatou Kane. Bienvenue à tous. Et actuellement, il est beaucoup question de paix sociale, d'apaisement des tensions, un rôle attribué en première ligne aux guides religieux, mais la presse sénégalaise a aussi contribué fortement à ce maintien de la paix. Cependant, face aux difficultés qui gangrènent le secteur des médias, des professionnels se prononcent. Presse sénégalaise, liberté et responsabilité, avis croisé des présidents du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie CORED et du SYNPICS, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication. Mamadou Thior et Bamba Kassé interrogés par Abdurrahman Di. La responsabilité de la presse pour une paix sociale dans un pays est très importante, en ce sens qu'elle doit éviter de jouer au pyromane. C'est la conviction du directeur général du CORED. Mamadou Thior va plus loin pour tracer une ligne rouge qu'un journaliste ne doit pas franchir. En cas de tension, qu'elle soit vive ou non, il ne faut pas en rajouter. Il faut informer juste et vrai et ne pas essayer à faire ce qu'on appelle les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Chercher la petite bête parce qu'on n'y gagne rien à envenimer la situation. Face à l'information, c'est aux journalistes et aux techniciens avec lesquels ils travaillent de voir la ligne rouge à ne pas franchir. Soit par ignorance, soit par opiniâtreté, des journalistes franchissent cette ligne. Dès lors, le CORED intervient en première instance avec beaucoup de pédagogie. Souvent, on peut nous percevoir à tort, comme les gendarmes ou comme des gens qui sont là que pour taper. Nous faisons beaucoup dans la pédagogie parce que nous savons que souvent, il y a des errements ou des erreurs que les gens commettent ça et là. C'est par ignorance. Et si vous leur parlez, vous leur ouvrez les yeux et là, ils font très attention à ce qu'ils font. Il y en a une petite minorité qui font comme bon leur semble. Face à ces gens-là, nous sortons le bâton. Parce que c'est ce qu'ils comprennent. Le journalisme, un métier risqué, constate le secrétaire général du SYNPICS. Bamba Kassé invite les journalistes à ne point cesser de se mettre à jour pour éviter d'être manipulés au point de commettre ce genre d'erreurs, des erreurs qui peuvent se payer cash. Il y a un risque de ne pas avoir la bonne information. Il y a même un risque de niveau, en ce sens qu'on peut ne pas comprendre totalement ce dont il s'agit. C'est pourquoi d'ailleurs le journaliste, c'est quelqu'un qui tous les jours, régulièrement, doit se remettre à jour, doit essayer de comprendre avant de pouvoir parler d'un sujet ou pas. Dans la pratique de notre métier, la commission d'erreur est prise en compte. C'est une possibilité. Mais dès lors qu'une erreur se pose aussi, ce que recommande la profession, c'est d'abord que le journaliste reconnaisse qu'il a commis une erreur. Un journaliste peut être poursuivi par le tribunal des pairs s'il outrepasse certains droits et règlements. Une structure autonome placée sous la responsabilité du CORED qui siège en 2 instances. Donc en première instance, c'est 7 sur les 12 membres et en seconde instance, c'est 5. C'est les 5 autres qui n'ont pas siégé lors de la première instance. Et là, c'est les sanctions. C'est en cas de sanction, parce qu'il arrive que le tribunal ne sanctionne pas. Mais en cas de sanction,
ça peut aller de l'avertissement en passant par le blâme jusqu'au retrait temporaire ou définitif de la carte nationale de presse. S'il continue à se comporter comme cela, on peut arriver à vraiment les sortir de la profession carrément. Ces journalistes invitent leurs confrères à plus de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions pour une paix sociale durable au Sénégal. Merci beaucoup Abdourahmane Ly pour ce reportage et nous recevons ce soir donc confraternellement Lamine Touré, journaliste formateur. Bonsoir Lamine Touré. Bonsoir Madame. Alors vous avez été formateur au CESTI depuis 1997 et oui vous avez formé bien des générations d'ici et d'ailleurs, la mienne y compris. Merci beaucoup Lamine Touré. Alors le Sénégal occupe actuellement la 46e place au classement mondial de la liberté de la presse. Selon vous d'abord, est-ce qu'il s'agit d'un bon rang ou d'un mauvais ? On aurait pu prétendre à mieux. Bonsoir d'abord. Et je pense que le Sénégal, compte tenu de, disons, des lois, des règlements, des compétences des journalistes et des personnes ressources que nous avons dans ce pays, le Sénégal aurait pu prétendre à une meilleure place que la 47e. Bon, peut-être qu'il y a certaines contingences avec lesquelles il faudra peut-être compter, ce qui a fait que le Sénégal occupe cette place. Mais en réalité, je pense sincèrement que le Sénégal peut mieux faire, comme on dit. Vous êtes journaliste et actuellement, on parle beaucoup de liberté de la presse. Est-ce que vous pensez qu'elle est justement menacée dans un pays comme le Sénégal ? Il faut dire que le Sénégal est un pays où les journalistes, je peux dire qu'il y a, sur le plan au moins des règlements et des lois, une liberté de la presse. La liberté de la presse est en fait, ça existe. Si on considère la liberté de la presse par la diversité des journaux qui existent, par les médias, que ce soit des médias privés ou publics, on peut considérer qu'il y a une liberté de la presse. Là, parce que on n'a pas souvent, comme dans certains pays, des journalistes condamnés pour des délits, disons, d'opinion ou bien d'expression. Évidemment, ces derniers temps, on constate qu'il y a quand même certaines dérives et qu'il faut justement mettre le holà sur ces dérives. Quant à maintenant la pratique en tant que telle, il est vrai que je pense qu'au Sénégal, il y a de bons journalistes, mais il y a également à encadrer cette presse, puisque de plus en plus, les gens arrivent à la profession sans une formation et avec cette diversité d'organes, cette diversité cette pluralité d'organes, il faudra forcément, disons, orienter, contrôler, sans pour autant, évidemment, censuré. Oui, on y reviendra tout à l'heure, mais vous avez tout de suite parlé de pratiques, d'exercices sur le terrain. On se souvient en début mars, lorsqu'il y a eu ces violentes manifestations, il y a eu des journalistes qui ont fait l'objet de menaces, d'attaques et même des maisons de presse qui ont été saccagées. Et ces journalistes qui étaient sur le terrain ont été menacés, ont été intimidés. Là aussi, est-ce qu'on peut parler de menaces sur la liberté de la presse? Oui, intimidés, d'accord, il y a des gens qui ont été intimidés, ça c'est un fait. Il faut savoir qui a intimidé qui. Qui a intimidé? Parce que, bon, lorsque le journaliste est sur le terrain, et surtout dans une période que vous avez évoquée, c'est-à-dire c'était une période d'émeute, une période de manifestation, et on a constaté qu'il y a des journalistes qui ont été menacés. Bon, ça, c'est une réalité, mais ces journalistes-là, ils doivent avoir une protection qui doit être de par non seulement le syndicat, mais également les associations de journalistes, aussi bien les associations que l'État et toute la corporation. Et je pense également qu'il ne faudrait pas simplement dire que parce que les journalistes sont menacés qu'il n'y a pas de liberté de presse. Il faudrait que les journalistes fassent leur travail comme il se doit. Et s'ils sont menacés, quelque part, il y a des risques. Il y a des risques. Et s'ils sont menacés, c'est parce que peut-être quelque part, il y a des journalistes qui ont été indexés pour ne pas avoir fait correctement leur travail, mais en réalité... Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Ce n'est pas toujours le cas, c'est certain. Il y a
en général, globalement, les journalistes, ils font bien leur travail. Mais il y a des cas où, quand même, il faut reconnaître que les journalistes vont au-delà par exemple, de leurs prérogatives. Leurs prérogatives, c'est quoi? C'est donner des informations exactes, justes, vraies, sans parti pris, sans être partisan, en étant impartial. Et parfois, on constate également qu'il y a une certaine presse qui ne fait pas effectivement le travail, qui ne travaille pas correctement et qui, en fait, peut avoir comme retour de bâton, n'est-ce pas, certaines réactions. Mais il est condamnable. Je veux dire qu'il faut que ce soit clair, il est condamnable d'attaquer un journaliste dans l'exercice de son métier. Mais il y a aussi ceux qui font très bien leur travail et qui ont été menacés. Parfaitement, ça se peut, mais bon, il y en a qui font très bien le travail qui ont été menacés, parce que, bon, on a vu, et puis c'est pas la première fois, on a vu, au cours des années 2000, des organes qui ont été saccagés, des journalistes qui ont été attaqués, et tout ça, mais tout ça, évidemment, c'est de l'ignorance, parfois, de ce qu'ils font, ces actes de barbarisme. Parce qu'il faudrait peut-être qu'ils comprennent que le journaliste ne fait que son travail, c'est ça? Oui, le journaliste fait son travail, mais encore faut-il que, en faisant ce travail, que les gens à qui il s'adresse comprennent que le journaliste a une certaine liberté. Bon, certes, il y a une certaine liberté, mais les journalistes eux-mêmes doivent également tenir compte de certaines contingences, parce que un journaliste peut dire une chose vraie, qui peut faire quelque part mal à un groupe social. Et ce groupe, ceci ne doit pas empêcher le journaliste de faire son travail. Seulement, il faut, à ce niveau, donc, une certaine protection. D'abord, que les gens comprennent que le journaliste fait son travail. Et si le journaliste fait bien son travail, de telle sorte que la crédibilité qu'il faut qu'il ait pour avoir, justement, droit de citer dans le pays, ces journalistes-là, en général, ne sont pas attaqués. Mais ils sont attaqués parce que parfois, peut-être que c'est simplement parce que des intérêts ont été quelque part touchés. Alors, c'est ça qui fait que parfois, ces journalistes sont attaqués. Et parlons de prérogatives. On se souvient aussi, durant cette même période, ces manifestations, on se souvient que des journalistes ont été interdits d'accès à l'Assemblée nationale lors de la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Oui, ça j'allais dire, c'est absurde. Parce que on ne peut pas. L'Assemblée nationale, c'est quoi? Ce sont des députés qui sont des représentants du peuple. Ces représentants du peuple, ils ont droit. Qui sont des représentants du peuple. Et ce peuple a droit à l'information. Si, au niveau de l'Assemblée, il n'est pas admis la présence de journalistes, il y a quelque part un anachronisme. Et je pense que, au contraire, ces journalistes devraient pouvoir accéder avoir l'accès à l'information. Accéder à l'information, comme le dit d'ailleurs l'article 19 de la Déclaration des droits humains. Et puis, quand je dis que c'est absurde, parce que l'Assemblée nationale, il y a des représentants du peuple. Et qu'est-ce qu'on doit pouvoir cacher au peuple en tant que représentant du peuple pour refuser aux journalistes l'accès? Et ça, je pense que c'était une grosse bêtise. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait, il y a déjà ces organes qui protègent les journalistes, on a le SYNPICS entre autres, mais en même temps il y a le CNRA. Lors de cette période, l'organe de régulation a fortement été critiqué jusqu'à présent. Quelle analyse faites-vous justement de la posture du Conseil national de régulation de l'audiovisuel lors de ces événements, en coupant les signaux de certains médias, de Walf, de Sen TV, pour, je cite, couverture irresponsable de la situation et violation flagrante de la réglementation? C'est eux qui disent que c'est une couverture irresponsable. Je pense que c'est une situation qui était déplorable, parce que je pense que le CNRA est allé au-delà de ses prérogatives, parce que le CNRA n'a pas pour prérogative de couper un signal. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, cette manifestation, la couverture d'une manifestation ne relève pas forcément du CNRA. La couverture d'une manifestation relève des rédactions
qui doivent juger de l'opportunité ou pas de couvrir une manifestation, étant entendu évidemment que la couverture d'une manifestation nécessite quand même une grande réflexion, parce qu'on peut dire, comme certainement à part c'est le CNRA, que cette couverture peut être une sorte d'incitation à la violence, mais également cette couverture peut être également une façon de modérer ces manifestations. Tout dépend de comment les journalistes approchent, quelle approche ces journalistes ont de la couverture de ces manifestations. Une couverture de manifestation doit être organisée et décidée en rédaction et de comment, et ne pas, on ne peut pas couvrir une manifestation par exemple en venant tenir un micro et aller vers les manifestants, leur dire dites votre opinion et tout ça. Ça peut inciter, mais on peut couvrir une manifestation en étant à l'écart et en ayant évidemment une vue globale pour pouvoir déterminer ce qu'il y a. Et puis ensuite, la manifestation, elle est permise par la Constitution. Donc, rien n'interdit qu'on couvre une manifestation. Et c'est pour cela que je pense que le CNRA, pour ce cas précis, avait vraiment dépassé ses prérogatives. Et le CNRA est justement caduc, hein, et dans le nouveau code de la presse, le CNRA ne doit plus exister, il doit être remplacé par la Haute Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle, ARCA. Qu'est-ce qui devrait changer ? Ce qui devrait changer, bon, je pense que je n'ai pas le texte sur l'ARCA, mais en principe, ce qui devrait changer, d'abord si on se réfère à Cannes, en France, quand elle existait dans les années 80, eh bien, c'était une organisation du service public de l'information. Comment le service public de l'information devrait fonctionner en respectant le droit des citoyens à une information juste, vraie, équitable et plurielle. Et je pense que cette ARCA, dans sa composition, devrait également voir des gens qui ont une certaine notoriété, une certaine expérience, une certaine intégrité et qui sont non seulement, disons, nommés, mais qui ont été sur la base d'un appel à candidature désignés et ensuite approuvés par les autorités. En France, c'était soit l'Assemblée nationale, 3 représentants de l'Assemblée nationale, 3 représentants de l'exécutif, etc., pour faire en tout cas une organisation qui, cette fois-ci, aura peut-être les prérogatives et remplacera pratiquement le rôle que jouait la RTP en fonction d'attribution des fréquences, de contrôle et de régulation. Des changements sont aussi en vue quand on parle de l'application prochaine du nouveau code de la presse. Et les inscriptions pour la nouvelle carte ont d'ailleurs démarré depuis le 15 mars. On s'attend aussi à des changements dans le secteur de manière générale. Parfaitement. Le premier changement, c'est qu'il faudrait que le statut du journaliste sera plus clair, ne sera plus journaliste qui veut. Il faudra que pour devenir journaliste, comme le dit la définition, eh bien, soit sortir d'une école de journalisme, soit avoir une licence et deux ans au moins de pratique, et ensuite faire dans une commission qui va valider votre travail pour pouvoir être journaliste. Il y a ça déjà qui est un pas. Il y a également concernant justement les autres médias et surtout comment on appelle ça, les services les médias en ligne, il y a également des changements. Par exemple, pour être directeur de publication d'un média en ligne, il faudrait avoir 10 ans de pratique, 7 ans pour être rédacteur en chef. Donc, il y a un changement. Et puis, par rapport à ce nouveau code de la presse, évidemment, il y a beaucoup de changements par rapport à la presse écrite, mais également, qu'on a constaté, moi, d'après ce que j'ai lu, c'est vrai que tout n'a pas été encore ratifié, mais d'après ce que j'ai lu, ce code de la presse a des aspects assez répressifs. Parce qu'il ne cumule pas dans certains articles, aussi bien il cumule des peines, comment on appelle ça, on peut être puni des sanctions, peut être puni des sanctions, des sanctions pénales, des sanctions financières, etc. Et je pense que tout ça devrait être revu parce que j'ai l'impression que ce code n'est pas le code originel ou bien le code original qui avait été déposé. Je pense que
globalement, il y a des choses qui sont assez répressives dans ce cadre-là et qu'il va falloir revoir. Et il y a aussi Macky Sall qui a demandé au Conseil des ministres la révision de la loi 1983 sur la publicité, qui devrait profiter également aux médias privés qui doivent tirer vraiment profit de ces retombées-là de la publicité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parfaitement. Cette loi qui, comme vous dites, date de 1983. Obsolète. Est obsolète et même tombée en désuétude. Elle n'a jamais été appliquée parce qu'il n'y a jamais eu de décret d'application. Donc, effectivement, et quand on sait que 80% de la publicité actuellement va au service public de l'information, je pense que justement, si on revoyait cette loi sur la publicité, ça pourrait dégager certaines bandes financières qui pourraient aller au service, disons, à la presse privée, ce qui aiderait beaucoup, même si quelque part, on sait que le fonds d'appui à la presse est là pour aider un peu la presse à régler. Elle est loin d'être suffisante. Oui, c'est jamais suffisant parce que ça a été doublé. Et encore que les médias publics ont des subventions de l'État. Non, mais là, attention, parce que là, la subvention et la redevance, ça a toujours été un problème, mais les médias publics ont certes une subvention, mais la subvention, je pense, est loin d'être suffisante. Mais seulement, ce qu'il faut, comme vous le dites, c'est peut-être que dégager cette publicité qui est attribuée aux médias publics, et pour peut-être le dispatcher un peu partout et aider la presse privée et vraiment donner une subvention, une redevance à la presse publique qui pourra jouer son rôle et avoir une certaine indépendance si l'ARCA est là et avoir une certaine indépendance également s'ils ont les moyens de faire le travail correctement parce que quoi qu'on dise, la presse publique fait un travail énorme et sans beaucoup de moyens également. Et une dernière question, Lamine Touré. Nous venons de sortir d'un contexte assez particulier, émaillé de violence. Actuellement, c'est vrai, la paix est revenue. Comme on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, les guides religieux sont en première ligne pour maintenir cette paix sociale-là. Mais à côté, il y a la presse qui doit forcément jouer un rôle important dans ce maintien de la paix. Quelle devrait être la responsabilité des médias dans ça ? Oui, les médias ont une responsabilité naturelle dans un pays. Ce sont les médias informent, les médias forment, les médias éduquent. Je pense que les médias peuvent, dans certaines situations, apporter leur part dans la conservation de la paix. Parce que vous savez, il y a eu des exemples un peu partout dans le monde où les médias ont joué un rôle vraiment négatif. Le cas du Rwanda est là. Le cas même du Sénégal en 1989 est là où on a constaté que quand même la presse avait joué un rôle qui n'était pas le tien. Alors donc, je pense que les médias doivent jouer un rôle prépondérant dans d'abord l'éducation du citoyen et ensuite dans l'information. Par exemple, il peut y avoir une information qui est très sensible. Le fait de reprendre cette information sensible déjà qui crée des problèmes peut exacerber une situation. Quelle posture adopter dans ce cas ? La posture à adopter, ce n'est pas de la censure. C'est une posture qui doit amener les journalistes à se dire que c'est une situation qui est dangereuse. Quand il y a une situation qui est dangereuse, par exemple pour la paix intérieure, parce que ça, ce sont des contraintes, à part les contraintes légales et tout ça, il y a des contraintes momentanées et autres, et le journaliste doit prendre sur lui de mettre certaines informations dangereuses sous le boisseau, question de participer, moi je pense simplement de participer et d'aider à l'établissement de la paix intérieure, de la paix sociale. Éviter la course au scoop. Non, la course au scoop, le scoop, c'est quelque chose de sensationnel, c'est quelque chose pour, disons, flatter un peu la curiosité malsaine de la population ou du public. Et je pense que ça, ce n'est pas vraiment le rôle du journaliste.
Donc, dans la situation près, moi je me rappelle très bien en 89, quand il y avait un problème avec la Mauritanie, j'avais personnellement demandé à Diouf, qui s'attendait au président Diouf, qui s'y attendait même pas, s'il était prêt à rencontrer le président Maria pour essayer de résoudre ce qui était. Ça, c'est une action. Je pense que des actions comme ça peuvent amener la paix, parce que sans la paix, on ne peut pas, évidemment, vivre dans une société normale. Merci beaucoup, Lamine Touré. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci et qui d'être. vous souhaite déjà encore un bon début de Ramadan, parce que Merci. c'est bientôt le Ramadan. Et Oui, et c'est le dernier numéro de la Totale d'ailleurs, voilà, avant le Ramadan. Donc, paix, prospérité et puis prière pour Merci. notre pays. C'est moi qui vous remercie. La suite. Sénégalais comme expatriés se plaignent souvent de la cherté de la vie à Dakar. Logement, alimentation, transport et même les loisirs. À Cotonou, par exemple, la capitale économique du Bénin, on trouve facilement un logement avec, tenez-vous bien, 15 000 francs au même mois. Alors, pour ce qui est de Dakar, vous-même, vous savez comment ça se passe. Docteur Suleiman Keita estime que Dakar est une ville d'opportunités. C'est pourquoi tout est cher. Ce spécialiste des politiques publiques déclare que la solution est de désengorger davantage la capitale. Le dossier Coin Éco réalisé par Mme Abdoulaye Kassé. La vie est chère au Sénégal, particulièrement à Dakar. C'est un secret de polichinelle. Le coût de la vie est plus élevé ici qu'ailleurs dans la sous-région. À Cotonou, par exemple, la capitale béninoise, un appartement de chambre-salon est loué à 15 000 francs, alors qu'ici, il faut débourser 5 fois plus, comme le soutient cette ressortissante du Dahomey qui vit à Dakar depuis 6 ans. Et c'était le choc d'abord parce que dès le premier jour qu'on est arrivé, il fallait avoir le logement et tout. C'était très compliqué. Après, autour de 40 000, 50 000 pour une chambre. Chez nous, c'est super exagéré. Avec ça, tu as peut-être 2 chambres salon, voire 3 chambres salon. Donc, c'est ça qu'on prend ici pour juste une chambre sans toilette. Du coup, c'est beaucoup. Et même du côté de la nourriture, chez nous, avec 100 francs, 200 francs, tu t'offres un petit repas. En tout cas, à la manière d'étudiant, pas un repas de roi, pas un repas copieux. Mais pour des étudiants, déjà avec 200 francs, tu peux manger. Mais ici, c'est minimum 500 francs pour t'offrir le repas étudiant. Donc, c'était compliqué. Contrairement à certaines capitales ouest-africaines, Dakar est une métropole qui offre beaucoup d'opportunités de formation, d'emploi et d'études. C'est pour cette raison que la capitale sénégalaise est très prisée, entraînant une offre inférieure à la demande, soutient ce spécialiste des finances publiques. Il faut le reconnaître que Dakar constitue le centre d'excellence en matière d'éducation, en matière de santé. Donc ça veut dire qu'au niveau de la sous-région, beaucoup de la population de la sous-région émigre maintenant vers Dakar, soit pour des soins de santé ou bien pour l'éducation, c'est-à-dire les écoles. Donc du coup, ce qui augmente de façon considérable la demande au niveau de la location. Une thèse qu'appuie la béninoise qui a fait du Sénégal son pays adoptif. Dakar offre beaucoup plus de débouchés que la plupart des capitales en Afrique subsaharienne. Parce que l'avantage à Dakar, c'est que même si la vie est chère, les offres d'emploi qu'on a, faut pas se mentir, sont proportionnellement intéressants, sont proportionnellement liés à ce que l'on doit dépenser. Et on arrive quand même à économiser un tout petit peu. La cherté de la vie à Dakar n'est pas pour autant une situation irrémédiable. La solution se trouve dans le problème. Il faut désengorger la ville. Dakar qui représente à peu près 3% de la surface du Sénégal, avec une forte concentration de 90% des activités. Donc il faut les délocaliser. Installer par exemple des grandes structures, de grands hôpitaux dans certaines régions du Sénégal pour même que le niveau de l'activité ne soit pas tout le temps concentré sur Dakar. Donc ce qui veut dire que ça va faire baisser ce qu'on appelle la demande de location au niveau de Dakar. Et puis maintenant, si la demande va baisser, automatiquement le prix va baisser. Si vous remarquez dans la sous-région, le coût de la location est fait parce que le niveau de l'activité économique est diversifiément, n'est-ce pas, dans les zones, ou bien dans la capitale que dans les zones. C'est ce qui explique cela. En 2020, Dakar a été classée 14e ville la plus chère en Afrique et 75e au plan mondial par Mercer. Dans ce classement, le cabinet américain démontre qu'il est plus abordable de vivre à Berlin, Barcelone ou Madrid qu'à Dakar, des villes
moins cher que la capitale sénégalaise. Merci beaucoup Mamadou Gakassé pour ce reportage. L'économie sénégalaise fait face à une conjoncture récessive marquée par la chute de la production et un gel des investissements à tous les niveaux. Les stocks s'épuisent et ne se renouvellent pas facilement du fait de la fermeture des frontières. Un seul responsable Covid-19. Bonsoir Mamadou Ndiaye. Bonsoir Adama. Allons-nous vers des lendemains incertains? Les timides importations ne parviennent pas à combler les besoins en hausse constante, oui. Et vous en parlez ce soir avec Momar Ndaouf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'ASCOSEN, l'association des consommateurs sénégalais. Oui, Momar est un homme d'expérience. Il a longtemps travaillé justement sur ces questions de consommation. Mais Momar, à ce stade précis où les stocks ne se renouvellent plus et puis ensuite les frontières restent fermées, mais en même temps la production sénégalaise pique du nez parce que simplement voilà, rien ne semble bouger comme l'a dit Adama dans son propos. Les lendemains sont-ils incertains? Oui, les lendemains, on ne peut pas dire incertains, mais on pourra dire que c'est des lendemains quand même assez difficiles qu'on aura. Du fait que pendant un an, donc, il y a eu en tout cas un blocage de l'évolution des activités. Et bon, c'est vrai que les frontières n'étaient pas totalement fermées au commerce. C'est peut-être aux voyageurs où il y a eu des moments de fermeture. Mais il y a eu des incidences donc, négatives de cette situation-là sur le commerce. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous avons quand même des répercussions qui ont commencé. Tout à fait. Alors, est-ce que maintenant, avec justement cette expérience que nous avons vécue, rareté des produits, cherté de la vie, n'est-il pas temps peut-être qu'on regarde un peu si à l'interne nous pouvons maintenant impulser de nouvelles forces pour consommer ce que nous produisons et manger et produire ce que nous voulons manger? Exactement. Je vais vous donner juste un exemple pour montrer comment nous avons raté le coche. Le président Wade avait créé un ministère qui s'appelait ministère de la transformation industrielle des produits agricoles. On l'avait donné à Aïda Mbodj qui avait rejeté. Or, tout le développement du pays était d'abord basé sur la transformation industrielle des produits agricoles. Les plus grandes industries aujourd'hui, c'était des industries de transformation agricole, industrielle de produits agricoles. Sonacos, CSS, etc. Tout à fait. C'est les plus grands pourvoyeurs d'ailleurs d'emplois. Et de main-d'œuvre. Tout à fait. Donc ça veut dire que si l'on y prend garde, on continuera toujours à perdre beaucoup de temps avant de pouvoir se rattraper. Je pense qu'il est extrêmement important. Prenons un exemple très simple. Regardons la filière oignon. Aujourd'hui, Borchamp, c'est presque cadeau si vous voulez un sac d'oignons. Parce que tout simplement, ils n'ont pas d'infrastructures de conservation qui permettent de pouvoir valoriser davantage le produit du terroir. Et malgré cela, quand ça arrive au consommateur, ça arrive avec une spéculation extraordinairement élevée. Parce que Borchamp aussi, on est à moins de 150 francs CFA et qu'au consommateur, on est à plus de 400 francs, il y a un problème. Et c'est là qu'on attend l'intervention de la régulation. Puisque l'autorégulation ne peut se faire par l'offre et la demande. L'offre baisse, pourtant le prix augmente. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans un marché de concurrence parfaite, traditionnelle, comme on aime à le dire. Donc ça veut dire que dans ces conditions-là, l'État doit intervenir. Autre élément très simple. Savez-vous que pour faire de la confiture, n'importe quel paysan du Saloum, de Casamance, etc., est en mesure de le faire. Qu'est-ce qu'il faut? Une casserole, du sucre et la chair. Supposons, si on prend le melon, la pastèque qui est en train de pourrir dans beaucoup de zones, il suffit juste de prendre la pastèque, de mettre du sucre, de chauffer, et avec l'évaporation, donc c'est le sucre qui va permettre de tuer les microbes. Parce qu'en fait, ça va créer une différence donc, de concentration qui, en utilisant le principe de l'osmose, va faire éclater les organismes unicellulaires que sont les microbes. Alors, non content de s'orienter vers la production locale, on détruit maintenant des biens appartenant à des étrangers. Exactement. Ça, c'est la plus grosse bêtise que l'on puisse voir dans un pays. L'investissement direct étranger. Il est extrêmement important. Les idées, c'est ça qui permet de faire fonctionner les différents pays. Même la Chine, si elle s'est développée. Je me souviens à un moment donné, j'étais à Shanghai et le maire, je crois, ou en tout cas responsable, disait que l'investissement direct étranger était de 5 000 milliards de dollars. Donc si on dit aux gens, prenez vos capitaux, restez chez vous,
alors que nous, on n'a pas les moyens de faire développer les choses. Donc ça veut dire que ce n'est même pas du tout cohérent. Prenons le cas du supermarché. Et c'est quoi le supermarché? C'est quelqu'un qui vend des produits du terroir, du yet, du guédic, produits localement, etc. Mais avec un emballage quand même assez séduisant. Et ça, c'est d'une manière beaucoup plus propre. Parfaitement. C'est-à-dire que c'est le marché à un prix plus intéressant, dans des conditions climatisées. Voilà. Et les gens refusent le développement. C'est-à-dire je ne comprends pas. Maintenant, prenons un exemple très simple. Nous, on a eu beaucoup de difficultés avec les boutiques de quartier parce que le soir, ils éteignent leur frigo pour économiser du courant, alors qu'ils n'économisent rien du tout parce que tous les appareils à compresseur, quand vous les rallumez, ils consomment entre 7 et 10 fois leur consommation normale. Donc, vous ne pouvez rien acheter qui est frais de manière continue. Et donc, les produits sont morts avant que la date de péremption n'arrive. Les prix ne sont pas respectés. La bonbonne de gaz qui coûte 2885 est vendue presque à 3000 francs dans les boutiques. La ménagère ne réclame pas parce que quand le mari est au travail et que le gaz finit, c'est le boutiquier du quartier qui fait un petit prêt qui supplée un peu. En attendant. Donc, on n'est plus dans des conditions de concurrence normale où la personne dit ou devrait dire si vous me vendez trop cher, je vais à côté. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé qu'on modifie la loi 94-63 du 22 août 94 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique. Tout à fait. Pour dire que certains produits doivent être exclus du principe de liberté. Parce qu'on peut parler de liberté quand les conditions sont réunies. Quand moi, je ne suis pas consommateur captif et que je peux changer parce que vous me proposez un prix plus cher que ce que ça devait être. Et une liberté de choix. Exactement. Donc, avant, à l'approche de fête, il y avait beaucoup de spéculations qui étaient à un moment donné temporisées par la présence donc, de ces supermarchés. Parce que si vous allez au supermarché, les prix resteraient toujours les mêmes. On les détruit. Donc il n'y a aucun avantage. C'est ça. Il n'y a aucun avantage pour le Sénégalais. Quand il y a eu le phénomène Auchan dégage, etc., on a fait une réunion avec l'INACOA, avec ceux qui disaient Auchan dégage, parce que j'avais proposé la rédaction d'un décret de gestion de ce qu'on appelle l'urbanisme commercial et les supermarchés. L'INACOA a dit, oui, dites-nous combien ça coûte, on achète. Ça veut dire qu'ils disent qu'ils ont la possibilité d'acheter Auchan. Pourtant, non, pourquoi ils n'ont pas créé des Auchan depuis le début? Je ne sais pas si vous me suivez. On suit bien. La grande surface, elle a toujours été là. On suit bien. Mais c'est la stratégie commerciale qui a fait qu'aujourd'hui, qu'on parle des grandes surfaces. Alors, est-ce qu'on s'achemine vers un risque inflationniste dans les semaines à venir? Mais ça a commencé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, il y a ce qu'on appelle l'inflation locale et puis il y a l'inflation importée. Localement, s'il y a de la spéculation, on est dans l'inflation. C'est le cas sur les oignons et la pomme de terre. Aujourd'hui, il y a un renchérissement à l'import de l'huile de palme, principalement qui était l'huile la plus consommée et qui était un peu plus accessible pour plusieurs raisons. Donc, si on y prend garde, parce qu'en fait, le grand problème que nous avons, ce n'est pas tant la variation des prix à l'extérieur, mais les répercussions. Je donne un exemple. Supposons, vous dites, vous avez une marge de 10% sur un produit qui coûte 1000 francs. D'accord? Oui. Donc, vous avez 100 francs. Alors, si le produit passe de 1000 francs à 1200, donc si votre marge est de 10% et que vous maintenez la marge, vous avez une marge qui va non plus être de 100 francs, mais de 120 francs. 120 francs. Et voilà ce qu'il faut. Il répercute les marges, quel que soit par ailleurs le prix à l'import. Quand vous dites il répercute sur le pouvoir d'achat du consommateur. Mais exactement, ça veut dire que là où il devait y avoir une augmentation donc de 1000 francs plus 100 francs, parce que c'était 100 francs la marge, maintenant c'est 1000 francs plus une marge de 200 francs. Ça veut dire qu'ils augmentent la marge en fonction de l'augmentation reçue. Et par conséquent, ce qui veut dire que nous avons un très grand problème. Nous avons vu des situations où il y a eu une augmentation à l'étranger, à l'import, de 18%, et l'augmentation cumulée aux consommateurs était de 58%. On aurait compris qu'il y ait une augmentation de 18% à l'étranger, mais sans pour autant que la marge augmente en conséquence. Par conséquent, la marge devrait être la même, quel que puisse être par ailleurs le prix d'achat.
J'ai reçu une question, voilà, je vous la répercute. C'est des Sénégalais qui suivent un peu peut-être le mouvement des marchandises et des produits. Ils s'étonnent que les Maliens achètent moins cher des produits qui passent par le port de Dakar avant de venir à Bamako ou côté d'Akaï. Et que les Sénégalais eux-mêmes se disent, mais pourquoi les Maliens vivent assez décemment avec un pouvoir d'achat peut-être moins conséquent. Alors, si nous prenons par exemple le coût des hydrocarbures, ce qui se passe, c'est que chaque pays a une politique tarifaire. Disons, de taxation des hydrocarbures. Ce qui veut dire que donc, quand le produit arrive hors taxe, c'est à peu près au même prix que ça va être envoyé au Mali. Maintenant, le Mali va mettre sa marge, etc. Mais les marges cumulées qui sont mises sur les hydrocarbures sont extrêmement élevées comparées aux marges cumulées qui sont mises sur les hydrocarbures pour le Mali. Donc ça veut dire que d'abord, ça c'est ce qui explique pourquoi donc, on peut vendre moins cher au Mali un certain nombre de choses. L'autre élément, donc ça c'est par rapport aux taxes, disons, sur les hydrocarbures. Parce que sur nos hydrocarbures, il y a beaucoup une série de taxes. L'autre élément, c'est que le pouvoir d'achat n'est pas le même. Donc il y a certains prix, si vous les pratiquez au Mali, les gens n'achètent pas votre produit. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Pourtant, au fond, c'est le même produit, mais ceux qui sont sur place sont moins gourmands et moins sujets à de la spéculation. Alors, on est pressé par le temps, mais j'ai envie de vous poser une autre question. Mettons en place un scénario d'inflation généralisée dans ce pays. Qu'est-ce que vous redoutez le plus quand l'inflation arrive à ce stade de généralisation? Alors, quand l'inflation arrive à un stade généralisé, il va y avoir vraiment un ras-le-bol général. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un budget qui n'est pas élastique, vous jouez avec le budget. Je m'explique. Oui. Vous avez 1000 francs pour aller faire ou 2000 francs pour aller faire un déjeuner. Vous venez, il y a une augmentation de l'huile. Au lieu de faire un riz au poisson rouge, vous faites un riz au poisson blanc. C'est-à-dire vous enlevez le poste tomate, qui est un poste quand même important si vous voulez faire. Il arrive un moment où, par exemple, un autre produit, une autre composition, entrant dans la composition du plat, augmente. Donc vous allez changer de type de poisson. Vous allez mettre un poisson moins noble. Mais il arrivera un moment où vous n'y arriverez plus. Donc ce que vous allez faire, vous allez diminuer les quantités. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 repas par jour, vous avez un repas, etc. Mais il arrive un moment où vous ne pouvez plus vous en sortir. C'est ce qui explique qu'entre les réactions des populations et le début des modifications tarifaires et de l'inflation, il peut y avoir un moment. Mais il y arrive un moment où ça explose comme ce qui a été le cas en 2008. Voilà, c'est un DAO qui expliquait justement ce que la spéculation risque de provoquer dans ce pays-là, mais faisons-lui confiance sur ce plan-là. Adama, merci beaucoup. Merci à vous, Mamadou Ndiaye. Merci également à vous, Momar Ndao, président de la SCOSEN, l'Association des consommateurs sénégalais. Il est 19h45 et c'est l'heure des infos. D'informations présenté par Oussama Monique Salien. Bonsoir, bon journal. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Alors le marché africain, le marché du textile africain est fortement dominé par le wax. Motif particulier, couleur vive, ces tissus emblématiques nous habillent et décorent en même temps l'intérieur de nos maisons. Mais son origine fait débat. Beaucoup disent que le wax est africain, d'autres hollandais. Youssouf Konté et Cheikh Ogay nous aident à comprendre dans ce reportage. Le tissu wax, beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose qui a été créé en Afrique ou bien quelque chose qui est fabriqué en Afrique. Mais à vrai dire, l'origine du wax, ce n'est pas l'Afrique. Le wax, c'est fait pour les Africains. Mais il n'est pas fabriqué en Afrique. L'origine du wax, normalement, à ma connaissance, c'est l'Hollande. Le débat se pose même chez les commerçants. Si certains pensent que le wax est d'origine africaine, d'autres prennent le contre-pied. Parce que booy xool Afrique ñoo koy gën di sol te itam ban koy sol ak léegi boo xoolee temps bi mu def
ak yàgg gi mu yàgg da nga xam ne lii moom ñoom ñoo ko moom parce que bi ma commencé gis tubaab ak vaccin ak léegi yàggul te bu fekkoon ne ñoom ñoo ko créé kon dinañ gis seen image yu yàgg yoo xam ne day wane ne lii moom moo ko ñoom ñoo ko créé mais bi ñu commencé gis image yu tubaab ak vaccin loolu yàggul dara te Afrique ak vaccin moom booy xool ëpp na presque mat na un siècle wala lu ko jege kon vaccin gëm nañ ne man Afrique la cosaanoo ñun gëm nañ loolu. On peut dire que c'est fabriqué pour eux. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dans les autres continents, on utilise le wax, mais sous d'autres formes. Hein, c'est pour faire d'autres choses. Alors que nous, chez nous, le wax en Afrique, ça signifie beaucoup de choses. Peut-être au Sénégal, les gens ne sont pas trop wax, parce que les gens ne connaissent pas bien le wax. Mais par exemple, si vous allez en Afrique centrale, le wax, c'est quelque chose de significatif. Amadou Sam est connu pour son attachement très fort au wax. Un fin connaisseur, il revient sur les différents types de wax. Celui-là par exemple, celui-là c'est un wax qui est fabriqué à Lomé au Togo. C'est une très bonne qualité aussi. Ça c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça c'est le hollandais, c'est celui qui est fabriqué, c'est le Vlisco, celui qui est fabriqué en Hollande. Ça c'est fabriqué au Ghana, ça s'appelle ABC, c'est fabriqué au Ghana. Quelle est la différence entre celui qui est fabriqué au Ghana? Ouais, la différence elle n'est pas grande. Parce que déjà, moi personnellement, ce que je vends qui revient du Ghana, du Togo et du Bénin, c'est pratiquement les mêmes wax. C'est juste les marques qui diffèrent. Donc ça veut dire que c'est quoi? Chacun a sa marque déposée, quoi. C'est juste ça. Mais la différence, elle n'est pas grande. C'est une bonne qualité. Et ça, par exemple, ça à la base, c'est du pagne tissé du Ghana, mais reproduit en wax. Mais les motifs là, c'est du pagne kita, c'est des motifs du pagne kita. Mais il s'est fait en wax, pourquoi? Parce que le pagne kita est très cher. Il est très très cher, c'est du pagne tissé, c'est du pagne fait à la main. Et on a réfléchi, on a pensé en faire en wax pour permettre à tout le monde d'avoir ça, quoi. Le tissu wax est très prisé par les Africains. Son label n'est plus à démontrer sur le continent et même à l'échelle mondiale. Alors, Youssouf Konté qui a réalisé ce reportage est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Youssouf. Bonsoir Adama. L'origine du wax est très polémique. Est-ce que ce tissu imprimé aux motifs particuliers, aux motifs et couleurs particuliers est réellement africain? Je vais répondre par oui et non et je vais commencer par la négative. Le wax n'est pas d'origine africaine en réalité, il est d'origine hollandaise. Comme beaucoup le croiraient, ils pensent que c'est africain, mais c'est d'origine hollandaise. Et même son introduction dans le continent africain est un peu triste parce que tout simplement, quand le wax venait en Afrique, c'était pendant la traite négrière. C'était les colons hollandais qui, par le biais du commerce transcontinental, qui l'ont introduit dans le continent africain. Et depuis qu'il est entré, c'est malheureusement ou heureusement, il ne l'a jamais quitté et les Africains se sont appropriés, ils l'ont adopté et du coup, c'est devenu purement un tissu africain aujourd'hui. Et c'est compréhensible. Quand on voit le wax, on passe automatiquement à l'identité africaine. Voilà, et c'est parce qu'il y a même des pays africains qui fabriquent aujourd'hui le wax. C'est à l'image du Ghana, du Togo, du Bénin, qui fabriquent. Et même le Sénégal, à une époque, fabriquait le wax, c'était ce qu'on appelait les gosses. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup pensent que le wax, il est africain. Et je dis parce que les gens l'ont adopté, ils se l'ont approprié. Et c'est devenu maintenant un tissu africain, mais son origine reste quand même hollandaise. Alors, c'est quoi le lien avec l'Afrique? Son lien avec l'Afrique, c'est peut-être la créativité, c'est le port vestimentaire, parce que je pense que nous, en tant qu'Africains, nous l'utilisons plus que d'autres continents. Aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, il y en a certaines dames qui ne se gênent pas à se mettre en wax et sortir devant un le petit accessoire. écran. Oui, des accessoires aujourd'hui, on en fait, on orne nos ameublements avec des wax aujourd'hui, on a fait des rideaux, des draps, des coussins. Oui, le wax, il et même les coques de téléphone. Hein. Exactement, et même des coques de téléphone aujourd'hui. Donc le wax, il fait partie carrément de notre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, même il y a des hommes aujourd'hui qui le mettent. On l'a vu dans le reportage, il y en a des hommes qui ont cousu et qui se mettent aujourd'hui en wax. Ouais. Merci beaucoup. Dommage que vous ne portiez pas du wax. Oui, ça m'a surpris. Mais je le ferai la prochaine fois. Merci beaucoup, Youssouf Konté. La suite.
Le juge Samba Sall est décédé jeudi dernier. Son dernier dossier politico-judiciaire, Ousmane Sonko Adji Sarr, pour une affaire de viol supposé. Le juge Sall a eu un brillant parcours au sein de la magistrature sénégalaise avant d'être nommé en octobre 2015 doyen des juges d'instruction au tribunal hors classe de Dakar. Retour sur la carrière remplie d'un doyen des juges avec Mamadou Dian. Si l'homme est connu des Sénégalais, c'est sans doute grâce aux nombreux dossiers politico-judiciaires qui sont passés entre ses mains. Des dossiers qui ont commencé à s'empiler sur son bureau à la fin de l'année 2015. L'affaire Aïda Ndiong, l'histoire de Thione Seck empêtrée dans une affaire de blanchiment de capitaux, l'affaire des faux billets de Seydina Fall alias Bougazeli, la caisse d'avance de la mairie de Dakar, l'affaire Imam Alioune Badara Ndao, accusé de terrorisme entre autres. Le dernier dossier qu'il aura légué, l'affaire opposant la masseuse Adji Sarr au leader du parti Pastef Ousmane Sonko. Un dossier dont le doyen des juges a hérité après le désistement du juge du 8e cabinet Mamadou Seck pour convenance personnelle. L'annonce de sa mort, le jeudi 8 avril 2021, a suscité d'innombrables réactions. Le président de la République se dit peiné. Macky Sall rend hommage à un grand professionnel, sensible, humain, une valeur unanimement reconnue qui a honoré la magistrature. Samba Sall traînait depuis 1 an les séquelles d'un arrêt vasculaire cardiaque. La magistrature est orpheline d'un doyen décrit comme étant simple, affable et respectueux. Samba Sall est né à Foundiougne où il a fait ses humanités. L'homme est un pur produit de l'école sénégalaise. Il est issu de la promotion 98 de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En 1997, Samba Sall intègre le centre de formation judiciaire. Jeune, juriste aux compétences juridiquement avérées, Samba Sall avait un amour du barreau. Une robe noire qu'il a fini par enfiler après un concours réussi haut la main. Mais le juriste a d'autres ambitions. Samba Sall s'inscrit à l'école nationale d'administration et devient plus tard juge d'instruction. Le magistrat dépose d'abord ses balichons à Ziguinchor, puis revient à Dakar où il effectue le clair de sa carrière au 2e cabinet. Brillant, professionnel et rigoureux, Samba Sall atterrit finalement au 1er cabinet de Dakar. Le 16 octobre 2015, le magistrat est nommé doyen des juges d'instruction au tribunal hors classe de Dakar. Le doyen des juges, Samba Sall, a tiré sa révérence à l'hôpital principal de Dakar à la surprise générale. Il repose désormais à Sokone, sa ville natale. C'est un arbre emblématique du paysage sénégalais qui peut vivre 1000 ans. Il est aussi un des symboles de notre pays. Il s'agit du baobab dont le fruit serait aimé aussi bien des hommes que des singes, d'où son nom, le pain de singe, un fruit aux 1000 vertus que Moustapha Gabar Diop nous présente. Le pain de singe est le fruit comestible du baobab. Il se présente comme une coque oblongue garnie d'une pulpe farineuse et d'une centaine de graines. Traditionnellement, sa pulpe est utilisée pour nettoyer les plaies et elle sert aussi à lutter contre la dysenterie ou encore pour fortifier femmes enceintes et personnes âgées. Particulièrement riche, le pain de singe contient 6 fois plus de vitamine C qu'une orange, 2 fois plus de calcium que le lait et une quantité importante de phosphore, de fer, sans compter les antioxydants. Il est parfait pour ceux qui consomment peu de fruits. Il est aussi un excellent complément alimentaire quand on est fatigué ou convalescent. La pulpe du fruit est la partie la plus fréquemment exploitée et est utilisée traditionnellement pour la fabrication de divers produits, tels qu'une boisson de type jus de fruits appelé en wolof bouilli, ou encore le ngalax, un mélange liquide sucré à base de pâte d'arachide, de pulpe de fruits du baobab et de farine de mil roulée cuite, surtout préparée à l'occasion des fêtes religieuses telles que la Korité ou encore Pâques. Depuis le début des années 2010, le pain de singe est devenu très populaire dans de nombreux pays, comme les États-Unis, pour ses qualités de super aliments, à tel point que les exportations du Sénégal ont été multipliées par 10 entre 2013 et 2018. Bonsoir Moustapha Gabar Diop. Bonsoir Adama. Alors le bouilli est très populaire au Sénégal, on en raffole, mais dites-nous, c'est bien fait. Faut savoir que c'est un cocktail de nutriments, notamment si je touche aux vitamines C. Il a 6 fois plus de vitamine C que l'orange, 2 fois plus de calcium que le lait et 6 fois plus de potassium que la banane. Donc ça, c'est un excellent complément alimentaire pour toute personne. Il est assez prisé par les sportifs, mais également les gens convalescents.
Il a des bienfaits anti-stress et anti-fatigue qui en font un excellent complément alimentaire. Et il permet aussi de lutter contre le transit intestinal, enfin faciliter le transit intestinal. Et toutes ces vertus sont reconnues par l'OMS. Alors, est-ce que c'est un produit qui rapporte quand même sur le plan exportation? Il faut savoir que jusqu'à très récemment, c'était un produit qui était en abondance ici au Sénégal, mais qui était très peu exploité. Je pense à peu près 25% du pain de singe était juste consommé par le marché local. Mais depuis 2007, il est accepté à l'exportation de l'Union européenne, sans test, parce qu'ils ont jugé que ça faisait des décennies qu'il était consommé en Afrique sans problème. Donc, il pouvait être exporté. Les exportations ont connu un bond depuis 2007. Et on prévoit que d'ici 2022, il y aurait plus de 6% d'augmentation. Et il est très prisé par les sportifs, comme je disais tout à l'heure, mais aussi pour les petits déjeuners, tout ce qui est smoothie, porridge, comme supplément alimentaire. Donc je pense que c'est un produit à valoriser parce qu'il se vend en poudre à l'exportation et que ça peut rapporter beaucoup au Sénégal. Et ça tombe bien, c'est bientôt le Ramadan, alors on devrait en consommer à volonté. À volonté, à la rupture et peut-être au khedou aussi, au petit déjeuner. Je pense que c'est pour nous fortifier un peu et nous préparer pour la journée. Merci beaucoup, Moustapha Gavardio, pour toutes ces précisions. On enchaîne avec Bonne Semaine. Quoi de meilleur que de passer une bonne semaine sous de beaux auspices? Samuel Faye partage avec nous sa routine du week-end pour une semaine réussie et sans angoisse. Le mot d'ordre, la planification. Bonne semaine avec Aïssatou Kane. Alors, comment je prépare ma semaine de travail en me reposant déjà très bien les week-ends? C'est un espace pour se détendre, communier avec les membres de sa famille, passer du temps, oublier le stress du quotidien en jour de semaine et ensuite commencer à visualiser sa semaine et à prendre note en fin de week-end des différentes choses que nous aurons à faire. Donc il faut une bonne planification et cette planification, cette visualisation, elle commence déjà en week-end. Alors, le conseil que je partage aux individus pour avoir une belle semaine de travail, c'est être positif, toujours faire des choses qui nous passionnent et avoir le souci du travail bien fait. Je pense que quand on allie ces impératifs, notre entreprise est bien portante, nos patrons ou nous-mêmes nous sommes satisfaits de ce que nous faisons et cela nous permet de jouer le rôle qui est le nôtre, qui est de faire avancer nos communautés, nos entreprises, notre économie à travers le travail de tous les jours. Merci. Merci Aïssatou Kane qui a signé ce numéro de Bonne Semaine. Et c'est la fin de la Totale dimanche. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à toute l'équipe de la régie, Abdoulaye Ndiaye, Iba Marsen, Oumar Kane et Barasso. C'était le dernier numéro de la Totale dimanche avant le Ramadan et Korodiam par anticipation. Au revoir.